Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Terroir Gourmand, nous partons dans le Pas-de-Calais à la découverte de la côte d'Opale. Myriam et Christophe nous emmèneront arpenter les plages et les terres de cette bande côtière de 120 km. Et nous participerons à la fabrication des spécialités locales comme le vieux Boulogne, le hareng fumé ou le Welsh. Je vous laisse profiter des trésors de la côte d'Opale et je vous donne rendez-vous juste après pour cuisiner une recette de ce terroir. A tout de suite. Entre Dunkerque et Berck-sur-Mer, sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, bordés par la mer du Nord et la Manche, il est une terre où la géologie semble défier l'entendement, la côte d'Opale. Face à l'Angleterre que l'on distingue à l'horizon, la côte d'Opale fait office de véritable rempart naturel. Secouée par les vents, forgée par les marées et le temps, elle doit son nom à la couleur que prend parfois la mer. Les stations balnéaires, ports de pêche et villages médiévaux s'offrent au cœur d'une nature généreuse. Au nord, les falaises majestueuses semblent dominer l'étroit chenal navigable. Au sud, les dunes et les pointes rocheuses forment des biotopes uniques, habitat particulièrement précieux pour les populations d'oiseaux migrant vers l'Afrique. Au nord de Boulogne-sur-Mer, dans le golfe de Wimereux, un écosystème singulier se découvre à marée basse. De vastes langues rocheuses apparaissent alors, recouvertes d'importants gisements de moules sauvages. Également appelés moules de pays, ces mollusques sont particulièrement convoités. On travaille sur cette langue-là ou là-bas? Ok. Myriam Pont est pêcheuse à pied depuis 35 ans. Au petit matin, elle cueille ce précieux coquillage à même la roche. Elle est très jolie, elle a une jolie couleur marron. Alors tout dépend des gisements. Là on est sur la pointe aux oies, donc comme on est dans le bas, il y a très peu de cailloux, donc elle a gardé cette jolie robe marron. Elle a ce petit goût de noisette, ce petit goût sauvage qu'on ne retrouve pas ailleurs. Elle est très ferme à l'intérieur et elle est très riche en protéines. Ça, c'est parce que autour de nous, le fait qu'elle pousse naturellement, elle se nourrit en filtrant l'eau. Elle a tout un écosystème naturel qui est là, qui est très important pour son développement. Le mollusque trouve son village pour y vivre, pour se développer, parce qu'il a vraiment toutes les matières, toutes ces petites algues minuscules, tout ce qui fait la richesse de la qualité de l'eau. La paysanne de la mer constate que depuis plusieurs années, la ressource diminue. Elle tient pour sa part à pratiquer une pêche la plus raisonnée possible. Elle utilise notamment une cuillère afin de respecter les réglementations de taille imposées par les affaires maritimes. Quand on réfléchit que ça existe depuis la formation de la Terre, c'est quand même extraordinaire que la Terre nous ait donné ça. On n'a pas le droit de détruire. Pour que ces mollusques millénaires ne s'éteignent pas, Myriam les nettoie aux pieds, à l'aide d'un tamis. Ainsi, seuls les gros coquillages sont emportés. On fait glisser le pied, en fin de compte, on le fait rouler. Il y a une grille en inox en dessous. Et ça retire une partie des coquillages qui sont dessus. C'est pour ça que j'ai des grands pieds, c'est pour bien laver les moules. Quand je suis venue au monde, ils se sont dit « Ouah, le bébé, elle a des grands pieds, celle-là, à moule ».
La pêcheuse à pied s'engage également dans une démarche de sensibilisation du public, se donnant pour mission de faire découvrir et reconnaître ce métier et ses enjeux. J'ai le projet d'une ferme pédagogique. J'aimerais justement sécuriser la pêche, c'est-à-dire créer la future génération de pêcheurs à pied en leur expliquant qu'il est très important de préserver la ressource, de ne pas pêcher n'importe comment, ce qui permettrait de valoriser à la fois l'homme et la nature. La valorisation et la préservation du littoral sont au cœur des préoccupations des habitants de la Côte d'Opale. Les actions menées contre la surpêche et l'urbanisation exponentielle offrent parfois de belles récompenses. Dans la baie de Loti, dans un paysage de bancs de sable sculptés par les marées et les courants, d'importantes colonies de phoques et de veaux de mer sont observables à l'œil nu. Ces mammifères, qui avaient totalement disparu des côtes françaises dans les années 70, sont de retour depuis peu en Côte d'Opale. Ils offrent un balai insolite aux promeneurs chanceux. D'autres initiatives remarquables sont également menées au centre de la mer, Nausicaa. Dans cet aquarium, le plus grand d'Europe, on ne tient pas un discours alarmiste. À travers un parcours initiatique ludique, le visiteur découvre les solutions et les alternatives de demain. C'est le cas notamment du programme Mr Goodfish, qui, à travers la publication de listes de poissons à préférer, permet aux amateurs de produits de la mer de se faire plaisir sans porter atteinte au stock marin. À Boulogne-sur-Mer, plus qu'ailleurs, on sait que si la mer est généreuse, elle n'est pas une ressource inépuisable. Cette ville est le premier port de produits transformés de la mer. Elle a bâti sa fortune sur la salaison et la fumaison du poisson. Dans l'entreprise J.C. David, le hareng notamment est traité avec les plus grands égards. Dans son bureau, Hervé Diers, le directeur actuel, conserve les archives d'une entreprise familiale aujourd'hui classée au patrimoine vivant et dont il a fièrement adopté la philosophie. Mon bureau, comme cette table de réunion, c'est la table des ce qu'on appelle des fileuses chez nous. C'est une table où ces dames, elles épluchaient le poisson, le hareng, juste après-guerre. J'ai ici également en mémoire le travail, vous voyez, là, de ces dames, c'est le même qu'aujourd'hui. On n'a pas changé. Et ça se faisait sur ces tables-là. Hervé tient à conserver le mobilier historique de la maison. Et dans ses ateliers, ses équipes appliquent les gestes et recettes d'hier. On travaille ici deux sortes de hareng. Le hareng dit traditionnel et le hareng doux. C'est le hareng, ce qu'on appelle le hareng traditionnel de Boulogne-sur-Mer, qui a fait la fortune de Boulogne depuis des siècles et des siècles. Là, ce poisson-là a été pêché au large de Boulogne. Sans être travaillé, il était immédiatement salé et stocké dans ses fosses. Et on va le sortir après, au fur et à mesure des ventes, pour le dessaler et après le fumer. Le hareng doux, quant à lui, est importé toute l'année des mers norvégiennes. Il est envoyé directement au fumoir sous forme de filet. Contrairement au hareng traditionnel, il n'est pas conservé plusieurs mois. Sa teneur en sel est donc faible, ce qui lui confère la faveur des Français. Ceux que l'on appelle les hommes du blanc embrochent un à un chaque filet. Comme ça, les volumes de fumée, elles montent délicatement entre chaque filet. On perd un peu d'exudat, on perd un peu de volume, on perd un peu de marge. Mais bon, la différence est notoire, quoi. Elle est là. Ainsi suspendus, les poissons prennent une saveur inimitable. Derrière les portes en bois rouge, classées au patrimoine de la ville de Boulogne-sur-Mer, hareng doux en filet et hareng traditionnel entier patientent entre 2 et 5 jours.
À la cave, il y a le feu, il y a les poissons salés, poissons, du sel, du feu. Le mariage parfait. Dans les caves, 20 cheminées alimentent un ensemble de 40 fours à bois. Cela fait de la maison J.C. David un leader dans la salaison maritime. Là, le maître fumeur œuvre pour conserver une température de 27 degrés. Chaque jour, on y met une bûche de chêne, on met des copeaux de chêne et on met de la sciure par-dessus pour étouffer. On est assez vertueux dans la maison, c'est-à-dire qu'on achète du poisson au bon moment, à la bonne taille, pas quand il soit produit. Et puis notre bois, il vient des forêts aux alentours. Et c'est du chêne que l'on transforme en copeaux nous-mêmes, pour être sûr de la traçabilité. Au nord de Boulogne-sur-Mer, la côte prend du relief. Les falaises du cap Griné et du cap Blanc-Nez sont un point d'intérêt touristique majeur de la région. Le cap Blanc-Nez culmine à 134 mètres de hauteur. Le cap Griné est le point de France le plus proche de l'Angleterre. Il forme un seuil naturel entre la mer du Nord et la Manche. Ces falaises se seraient formées il y a un peu moins de 100 millions d'années. Si elles sont le vestige d'un passé géologique lointain, elles délimitent aujourd'hui deux types de sols spécifiques qui entrent en jeu dans le travail du cultivateur Christophe Noyon. On est sur des sols argileux, à base d'argile, sur des limons argilo-sableux. Et quand vous allez de l'autre côté, donc vers le cap Blanc-Nez c'est plutôt calcaire. C'est pas du tout la même terre. Entre les deux, il y a 800 qui fait un peu la séparation entre les deux terroirs. Donc ici, on a vraiment un terroir. On est d'exposition nord, donc limon argilo-sableux. Ces terres peu fertiles sont une aubaine pour Christophe, qui est brasseur-agriculteur. Sur l'exploitation qu'il tient de ses parents, il cultive lui-même une orge à faible teneur en protéines, idéale pour ses bières, et maîtrise ainsi l'ensemble du processus de fabrication. L'orge de brasserie, en fait, affectionne ce climat maritime, puisqu'en fait, on a peu d'hiver et on a peu de coups de chaud au printemps, et on a une pousse très régulière, et vraiment, c'est parfait pour la culture de l'orge. Ce brasseur artisanal travaille à la parcelle et récolte des lots très homogènes pour ajuster ensuite ses assemblages. Quand j'ai démarré il y a 15 ans le projet ici, il y avait peut-être 10 brasseries dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, à mon avis, on doit être à peu près 80 brasseries dans le Nord-Pas-de-Calais. En France, on est 1100 brasseries, donc il y a des petites brasseries partout. C'est génial parce que ça recrée du lien, c'est une activité de proximité, de vente directe. Le métier se redéveloppe. Il avait disparu, il s'était complètement concentré, et ça se redéveloppe, ça déconcentre. De retour dans la ferme familiale boulonnaise du XIIIe siècle où il a installé ses cuves, ce défenseur du cycle court retrouve sa petite équipe de brasseurs. Si Christophe cultive lui-même son orge, il fait réaliser son malt par un partenaire. Le temps de séchage apporte plus ou moins de couleur à la bière. Assemblage, brassage, fermentation et clarification s'enchaînent sous l'œil attentif de ces experts. Tiens Benjamin, donne ton verre. On le fait descendre un peu pour qu'il y ait un petit peu de mousse, parce qu'en fait la bière est plate. On a un équilibre, l'amertume est... C'est persistant, c'est bien. Voilà, sans en avoir de trop. Enfin bon voilà, ce qui caractérise bien nos bières, plutôt maltais qu'amère, on va dire. Je sais pas, David, t'en penses quoi? C'est parfait, je pense, pour une première avec le malt 2017. C'est bien, ça va être un bon cru. À la brasserie des Deux Caps, une seconde fermentation est même réalisée lors de la mise en bouteille afin de provoquer une prise de mousse. Blonde, blanche ou noire, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions. Le brasseur propose des combinaisons étonnantes, à l'image de la bière à frometon, conçue pour accompagner les fromages. C'est un mariage équilibré parce que la bière est tannique, mais pas trop tannique. Et du coup, la bière n'écrase pas le fromage. C'est vraiment très intéressant. Je m'aperçois, on reçoit beaucoup de public, que ça reste quand même
très nord de la France ou est de la France. Voilà, et donc les gens viennent ici, ils disent « Ah, mais vous prenez de la bière avec le fromage ». Voilà, mais évidemment, pour nous, ça va de soi, quoi. Cet étonnant mariage est poussé à son paroxysme avec le Vieux Boulogne, un fromage affiné avec la bière à fronteton que l'on découvre dans les caves de Romain Olivier. La bière dans l'affinage va nous donner vraiment une saveur particulière. On pourrait changer de bière et on changerait finalement le goût du fromage. D'où le lien avec le territoire et d'avoir une bière, en l'occurrence de la Terre des Deux Caves. Cousin du maroilles, le Vieux Boulogne est né dans les années 90. Le père de Romain et un fromager local souhaitent alors créer un fromage à l'identité régionale forte. Les deux hommes s'inspirent pour cela d'un ensemble d'écrits retrouvés dans les archives locales. On a des traces du 19e siècle, avec des écrits notamment des préfets, qui expliquaient la qualité et la richesse de la diversité gustative des fromages du Boulonnais. En 2004, le Vieux Boulogne est élu fromage le plus odoriférant du monde par une équipe de chercheurs de l'université de Cambridge. Il dégage en effet un très large spectre d'odeurs qui lui confère un caractère unique. Il n'est pas vraiment si puissant que ça, ce fromage. On n'est pas dans l'intensité, on est vraiment sur la palette aromatique. Alors oui, il a du goût et du caractère, mais il ressemble au genre du Nord finalement. Lorsqu'il arrive dans les caves de Romain, le Vieux Boulogne est à 3 semaines d'affinage. Il y reste en moyenne 4 semaines durant lesquelles il cohabite avec des fromages venant de toute l'Europe. Là, on a des mimelettes françaises à croûte naturelle qu'on affine jusqu'à 22-24 mois quand on va chercher des petits bébés comme ça. Là. Et c'est tout le travail de l'affineur de fromage. C'est celui qui va développer les goûts et les saveurs, l'affineur de fromage. C'est pour ça que dans une même cave, on va associer des fromages de caractère et notamment de croûte particulière. On n'est pas des travailleurs de la pâte. La pâte, c'est le travail du fromager. Nous, on récupère des fromages qui sont déjà démarrés, commencés, et on va être des travailleurs de la croûte, au service de la pâte et au service du goût. Romain est le gardien des secrets qui se transmettent de père en fils depuis 4 générations dans les caves de la famille Olivier. C'est un métier d'engagement parce que c'est une vraie conviction de croire qu'on peut faire évoluer les fromages en apportant des soins. C'est un métier dans lequel il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience. Ça s'apprend, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de science, il n'y a pas de livre. Chacun a sa signature. Et c'est ça qui est vraiment très passionnant dans ce métier d'affineur de fromage. Dans les caves de Romain, où Mimolette et Vieux Boulogne attendent sagement leur heure, il semble que la passion du goût soit à l'honneur. Plus au sud, dans l'arrière-pays du Touquet, il est une petite ville où, plus qu'ailleurs, ses savoir-faire sont célébrés. Serti de remparts datant du bas Moyen-Âge, Montreuil-sur-Mer séduit les amateurs de vieilles pierres, de ruelles sinueuses et de colombages. Avec ses 2 tables étoilées et sa grande variété de métiers de bouche, elle fait figure de capitale locale de la gastronomie. De la crêperie aux adresses prestigieuses, on retrouve ici un engagement commun, celui de mettre en valeur les produits et le terroir du Montreuillois. Pierre Mortreux est maraîcher. S'il propose ses légumes et fruits bio au restaurant de la ville, il aime avant tout l'ambiance conviviale du marché hebdomadaire. 4, 5. Mon métier, c'est d'abord un métier passion. C'est un métier militant, c'est un métier de conviction. On ne peut pas créer un lieu d'échange, de rencontre, de manifestation si on n'a pas des bons produits qui viennent de chez nous. C'est impossible, ça va de pair. Ma vie, c'est vraiment mon terroir. C'est ma famille. Je connais tout le monde ici. On s'y sent bien à Montreuil. C'est pour ça que les gens reviennent.
Bonne journée, madame. Bon week-end. Non loin de là, dans sa brasserie, François Mortreux s'apprête à partager un instant typiquement montreuillois avec son ami britannique Tim Matthews. Ensemble, ils vont déguster un plat traditionnel et convivial de la région, le Welsh. Ce cousin éloigné du croque-monsieur est composé d'une tranche de pain de mie grillé sur laquelle est versée une préparation de cheddar et de bière que l'on fait gratiner au four. Merci, chef. Bien, merci, chef. C'est une spécialité de Boulogne-sur-Mer qui a été démocratisée. Maintenant, tout le Nord-Pas-de-Calais, dans les brasseries, souvent, offre des C'est Welsh. vraiment un plat que vous mangez quand vous avez faim. Et donc, il y a autant de calories là-dedans. On peut manger une et on peut faire toute la journée avec une. On sert ça avec une frite qu'on trempe dans cette préparation. Non, c'est vraiment un bon goût avec la sauce. Hein. La sauce change les choses. Hein. Tout à fait. Montreuillois de cœur depuis plus de 40 ans, Tim Matthews a souhaité faire connaître cette jolie petite ville. De là est née l'association Destination Gastronomique, qui réunit l'ensemble des métiers de bouche de Montreuil-sur-Mer. La destination gastronomique s'est faite en 2017. On a démarré en juillet 2017. On a démarré avec un brunch pour 800 personnes dans la place. Souvent, on oublie le choix qu'on a sur Montreuil-sur-Mer. L'identité de Montreuil-sur-Mer, c'est sa gastronomie. Élu deuxième village préféré des Français il y a 2 ans, Montreuil-sur-Mer se présente comme l'occasion d'une étape gourmande et tranquille en marge des turpitudes de la côte. Dans les terres, comme sur le littoral, les hommes et les femmes du Pas-de-Calais font preuve de dignité et de persévérance. Faisant fi des sempiternels pontifes qui accablent le nord de la France, producteurs, pêcheurs et protecteurs de l'environnement mettent leur histoire et leur territoire à l'honneur et défendent fièrement la singularité et les couleurs de la côte d'Opale. Aujourd'hui, je vous propose un suprême de pintade de leek en croûte d'ail noir et chicorée. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour les suprêmes de pintade, 4 suprêmes de pintade de 220 g, 20 g d'huile d'olive, 40 g de beurre. Pour la croûte d'ail noir et chicorée, 75 g de beurre, 75 g de panko, c'est de la chapelure, 5 gousses d'ail noir, 0,5 g de chicorée. Pour les endives au curcuma et carottes, 8 midi endives, 8 mini carottes, 20 g de beurre, 1 g de curcuma en poudre. Pour la mayonnaise au cresson, une botte de cresson, un jaune d'œuf, 4 centilitres 5 de vinaigre de Rérès, 15 g de moutarde de Dijon, 10 centilitres d'huile d'arachide. Pour les suprêmes de pintade, manchonnez les suprêmes de pintade, c'est-à-dire effiler l'os en enlevant la chair pour le nettoyer, puis les assaisonner sur chaque face. Marquez les suprêmes à l'huile d'olive et au beurre dans une poêle et cuire 5 minutes. Puis les réserver. Juste avant la fin de la cuisson de la viande, ajoutez un tout petit peu d'eau afin que votre viande ne dessèche pas à la cuisson. Pour la croûte d'ail noir et chicorée, mixez le beurre, le panko, les gousses d'ail noir et la chicorée. Étalez la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur 2 mm d'épaisseur et réservez pour le dressage. Si vous ne connaissez pas l'ail noir, surtout ne pas hésiter à l'utiliser, il est fin et très subtil. Pour les endives au curcuma et carottes, faire étuver les endives dans une casserole avec le beurre, couvrir d'eau à hauteur, ajouter le curcuma et cuire jusqu'à évaporation de l'eau. Réservez. Dans cette recette, l'endive va amener sa fraîcheur et en même temps une légère pointe d'amertume. Cuire les carottes dans une eau bouillante salée pendant 8 minutes et les refroidir dans une eau très froide avec des glaçons pour arrêter la cuisson. Pour la mayonnaise au cresson, blanchir le cresson dans une eau bouillante salée, égoutter et mixer puis laisser refroidir. Réservez 10 g de purée de cresson dans un cornet en papier sulfurisé. Mélangez le jaune d'œuf avec le vinaigre de Rérès et la moutarde, puis versez graduellement l'huile en tournant, salée et poivrée. Incorporez le reste de la purée de cresson à la mayonnaise. Il est important pour la mayonnaise que tous les éléments soient à la même température, c'est un gage de succès. Pour le dressage, faire 3 virgules de sauce mayonnaise au cresson. Faire des points au cornet de purée de cresson.
Déposez la croûte d'ail noir sur les suprêmes et passez sous un grill afin de finir la cuisson. Disposez la garniture aux deux extrémités de l'assiette, posez un suprême coupé en deux et servir sans attendre. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.